حمل معي المودة والصداقة. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous à la une de l'actualité. L'un des terroristes français les plus recherchés au monde aurait été neutralisé il y a 2 jours par une frappe de la coalition en Irak dans la région de Mossoul. Rachid Kassim est considéré comme l'inspirateur de plusieurs attentats dans l'Hexagone. Donald Trump dit d'envisager un tout nouveau décret migratoire, réaction du président américain après l'échec de la démarche de la Maison-Blanche devant les tribunaux. Les sauveteurs toujours à la recherche de survivants après un séisme de magnitude 6,5 qui a fait 6 morts aux Philippines sur l'île de Mindanao, c'est dans le sud de l'archipel. Bienvenue à vous tous. L'un des recruteurs français de l'organisation État islamique aurait été neutralisé il y a 2 jours par une frappe militaire de la coalition en Irak, dans la région de Mossoul. Rachid Kassim est considéré comme l'inspirateur de plusieurs attentats dans l'Hexagone. Mais les autorités françaises sont toujours en attente de confirmation. En tout cas, sur Telegram, le réseau social très prisé des djihadistes, des messages ont été postés ces derniers jours appelant à prier pour Kassim. Le jeune homme de 29 ans était depuis longtemps une cible prioritaire pour Paris et Washington, l'un des terroristes français les plus recherchés au monde. La reprise des négociations intersyriennes au menu d'un entretien à Paris entre le chef de la diplomatie française Jean-Marc Ayrault et l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie Stéphane de Mistura. La France souhaite que ces négociations, prévues le 20 février prochain à Genève, reprennent sous l'égide de l'ONU et qu'elles soient crédibles pour permettre un retour durable de la paix en Syrie. Jean-Marc Ayrault a aussi exprimé son inquiétude face à l'attitude de Damas qui pourrait faire échouer les pourparlers. En attendant le 20 février, les 2 hommes ont souligné l'importance du respect de la trêve et le déploiement de l'aide humanitaire à la population civile. Une autre date à retenir, celle du 15 janvier, le gouvernement syrien et des rebelles sont conviés à des discussions de paix de haut niveau à Astana, au Kazakhstan, des pourparlers parrainés par la Russie, la Turquie et l'Iran. Les forces gouvernementales au Yémen ont repris le contrôle total de la ville portuaire de Mocha, une victoire dans leur vaste offensive contre les rebelles lancée il y a 1 mois avec l'aide de l'aviation et de la marine de la coalition arabe. Objectif, reconquérir les zones longeant la mer Rouge sur 450 km. Des semaines de combat contre les rebelles chiites houthis qui ont fait plus de 400 morts. Les forces loyalistes vont tenter à présent de prendre la ville de Hodeida, puis celle de Midi. Qui contrôle ces 3 villes contrôle en fait une large portion du détroit de Bab el-Mandab qui s'avère être un emplacement stratégique pour le commerce international, mais surtout pour l'acheminement du pétrole et du gaz en provenance du Golfe. Après l'échec de la démarche de la Maison-Blanche, je vous le disais en titre, devant les tribunaux, le décret du président Trump sur l'immigration est inapplicable. L'administration a plusieurs options pour une contre-offensive que Donald Trump annoncera la semaine prochaine. Donald Trump n'oublie pas ceux qui l'ont porté au pouvoir. D'après un sondage, 42% des Américains attendent des mesures aux frontières et surtout 80% des républicains soutiennent leur président. Perrine Kettels nous en dit plus. Fini l'escalade judiciaire, la Maison-Blanche devrait repartir de zéro avec un tout nouveau décret sur l'immigration. C'est ce qu'a annoncé Donald Trump à des journalistes à bord de l'avion présidentiel. Nous gagnerons cette bataille, mais vous savez, il y a d'autres options aussi, comme par exemple signer un tout nouveau décret lundi. C'est ce qui pourrait se passer, mais j'aime vous surprendre. Nous avons besoin d'aller vite pour des raisons de sécurité, donc c'est ce que nous devrions faire. L'actuel décret a été suspendu suite à une plainte des États de Washington et du Minnesota, et les juges de la Cour d'appel de San Francisco ont décidé de maintenir la suspension jeudi. Le tout nouveau décret devrait prendre en considération les remarques des juges sans pour autant changer radicalement. Probablement pas de recours devant la Cour suprême pour Donald Trump, et ce, malgré ses menaces. Dans un tweet publié jeudi, il assurait aux juges qu'il les retrouverait à nouveau au tribunal. Signer un nouveau décret, c'est donc un choix inattendu mais pragmatique. Donald Trump aurait eu peu de chances d'obtenir la majorité à la Cour suprême, car le juge qui l'a désigné n'est pas encore en fonction.
Au moins 6 personnes ont été tuées et 12 autres blessées dans un attentat suicide visant un groupe de soldats dans la capitale du Helmand, la province du Pavo, largement sous contrôle des talibans en Afghanistan. Au moins 3 véhicules militaires ont été détruits par la puissance du souffle. L'opération n'a pas été revendiquée. Les insurgés talibans qui encerclent la ville depuis des mois n'ont jusqu'à présent pas été en mesure d'atteindre son centre. En revanche, ils contrôlent 10 des 14 districts du Helmand qui assurent, je vous le rappelle, 85% de la production d'opium du pays, leur principale source de revenus. Dans un tout autre registre, les sauveteurs toujours à la recherche de survivants. Après un séisme de magnitude 6,5 qui a fait 6 morts aux Philippines, sur l'île de Mindanao, dans le sud de l'archipel. Parmi les morts, un petit garçon de 4 ans. L'épicentre était situé en mer. Les habitants de la ville de Surigao ont passé la nuit effrayés par les répliques qui se sont succédées. On déplore aussi au moins une centaine de blessés. Beaucoup ont pu être transférés dans les hôpitaux les plus proches, dans des conditions parfois extrêmement précaires. Kim Vodin nous en dit plus. Il ne reste plus grand-chose debout. Ce samedi matin, les Philippins découvrent l'ampleur des dégâts après un réveil en pleine nuit. Je dormais chez moi avec ma famille. Vers 22 h, la terre a tremblé. C'était vraiment puissant. Une secousse de magnitude 6,5 a frappé l'île de Mindanao au sud-est du pays. De multiples répliques ont suivi. Mais pas de quoi décourager les sauveteurs qui ont tenté toute la nuit de chercher des survivants. Au total, une centaine de blessés a été prise en charge dans les hôpitaux les plus proches. Certains habitants ont passé la nuit dans des parkings, d'autres, par crainte qu'un tsunami ne submerge la ville, ont grimpé sur les hauteurs des terres. Mais aucune alerte n'a finalement été déclenchée. Situés sur ce que l'on appelle la ceinture de feu du Pacifique, les Philippines sont régulièrement frappées par des séismes. En 2013, l'un d'entre eux avait fait 220 morts dans les îles du centre de l'archipel. Élection régionale en Inde, mais fort enjeu national. Retour sur le plateau de l'info au Brésil. Les autorités de l'État d'Espírito Santo, au nord de Rio, ont annoncé un accord avec les policiers en grève. Ce mouvement, qui dure depuis une semaine, a déclenché une vague de violence et de pillage qui aurait fait plus de 120 morts. Alors que le mouvement menaçait de faire tache d'huile, il a été nécessaire d'appeler l'armée sur place. Juliette Lacharnay et Perrine Kettels nous en disent plus. Un poste de police entièrement bloqué par des femmes. À l'intérieur, des dizaines d'hommes observent ces familles de policiers qui réclament les salaires impayés. On va valoriser la police. Aujourd'hui, tout le monde est révolté contre les policiers militaires parce qu'ils font cette manifestation. Mais c'est le chaos, ça suffit. Ils ne reçoivent pas de salaire, n'ont pas d'argent, ils n'ont même pas de quoi travailler, ils n'ont rien. C'est indécent pour eux. Les agents, eux, n'ont pas le droit de manifester, mais ils font grève pour réclamer le paiement du 13e mois ou encore de leurs heures supplémentaires effectuées pendant les Jeux Olympiques. Le mouvement est encore de faible ampleur, mais il gagne peu à peu du terrain à Rio de Janeiro, la deuxième plus grande ville du pays, qui prend peur. C'est tout à fait compréhensible qu'il y ait ces manifestations. Mais je le dis, on abandonne le terrain et on paiera le prix fort pour le récupérer. En ce moment même, tandis que les policiers ne sont pas là, les criminels, eux, se mobilisent. Dans l'état voisin d'Espírito Santo, le nombre d'agressions et d'actes de vandalisme a explosé depuis le début du mouvement. Plus de 120 morts en une semaine, soit un taux d'homicide multiplié par 6 par rapport à la normale. Les autorités de l'État d'Espírito Santo et les syndicats sont arrivés à un accord, même si beaucoup de policiers s'en disent déjà insatisfaits. En Roumanie maintenant, la démission du ministre de la Justice Florin Lourdache jeudi n'a pas calmé la colère d'une partie de la population. De nombreux Roumains sont à nouveau descendus dans la rue pour manifester devant le siège du gouvernement et dénoncer la corruption de la classe dirigeante. La vague de contestation populaire qui parcourt le pays depuis plusieurs semaines est sans précédent depuis la chute du communisme. C'est devenu le geste de ralliement des manifestants. Des milliers de téléphones portables brandis pour éclairer la foule, montrer qu'elle est dense et qu'elle ne pliera pas.
11 soirées de manifestations et une colère toujours intacte contre le gouvernement. Nous voulons faire savoir que personne ne peut abuser le peuple comme ça et rester au pouvoir. Ça n'arrivera plus dans ce pays. Ce n'est pas la fin. Ils font quelques trucs pour essayer de nous détourner de notre combat. Mais ce n'est pas fini. Le gouvernement a tenté de donner des gages de bonne volonté. Première victime de la crise politique, le ministre de la Justice qui a démissionné jeudi. Insuffisant pour les manifestants. Nous ne pouvons plus avoir confiance en ce gouvernement. La seule chose qui pourrait nous satisfaire maintenant, c'est la démission du Premier ministre ou du gouvernement lui-même. La cause de cette colère, une ordonnance qui aurait permis à beaucoup d'hommes politiques d'échapper à des poursuites en cas d'abus de pouvoir. L'ordonnance a été retirée, mais les manifestants sont toujours là. Un gros rassemblement est prévu ce dimanche. À présent, en Iran, faire du sport est un casse-tête pour les femmes. Elles doivent respecter les codes vestimentaires stricts de la République islamique, notamment se couvrir entièrement le corps et porter un voile. Malgré ces craintes, de plus en plus d'Iraniennes se servent du sport de haut niveau comme d'un tremplin pour gagner une place dans la société. Reportage de Myriam Pirzadeh et Mahmoud Ahmedi. À 19 ans, elle parcourt le monde et vient de rafler la 3e place au Grand Prix en Russie. Elle ressemble à n'importe quelle joueuse d'échecs du monde. À un détail près, Sarah porte un voile à chaque compétition en vertu des lois de la République islamique. Le championnat international d'échecs se déroule à Téhéran et elle n'en est pas peu fière. Alors, quand son homologue américaine a annoncé vouloir boycotter l'événement car elle ne souhaite pas porter le voile, Sarah a souhaité lui répondre. Celles pour qui c'est dur de porter un voile, je ne peux pas juger si c'est bien ou mal. C'est ce qu'elles ressentent. Par contre, celles qui ont dit que de ne pas venir aiderait les Iraniennes, c'est faux à mon avis. Certaines ont déjà commencé à faire bouger les lignes. Ces jeunes femmes ont créé il y a 4 ans en Iran la première équipe féminine de hockey. La première chose qui nous a frappé pendant les compétitions internationales, c'est vraiment le regard des autres. Ils se disaient « Oh là, comment elles arrivent à jouer avec leur voile ?» La vérité, c'est que nous y allons surtout pour jouer, pour faire valoir nos droits, pour montrer que nous sommes là et que nous pouvons jouer. À maintenant 27 ans, dont 13 de hockey derrière elle, Gita voudrait désormais voir son équipe gagner une médaille d'or. Elle rêve aussi des Jeux Olympiques un jour. S'illustrer dans le domaine sportif serait l'une des solutions trouvées par les Iraniennes pour se faire une place dans leur société, tout en respectant les codes dans lesquels elles ont toutes grandi. Tente malgré la menace des requins d'empêcher quelques 200 baleines de venir s'échouer sur une plage de Nouvelle-Zélande, là où plus de 400 autres globicéphales s'étaient déjà échoués la veille. 300 environ ont été retrouvées mortes selon les autorités locales. Les cétacés se seraient dirigés vers les hauts fonds de la région de Golden Bay par la crainte des requins. La chaleur du soleil complique la tâche des sauveteurs qui s'efforcent de maintenir les baleines au frais en attendant de pouvoir profiter de la marée haute pour les remettre à l'eau. Les baleines pilotes sont l'espèce de baleine la plus répandue dans les eaux néo-zélandaises. Elles peuvent peser jusqu'à 2 tonnes et mesurer jusqu'à 6 mètres de long. Et avant de se quitter, c'est un vieux lion et une jeune pousse qui ont été sacrés lors de la 32e victoire de la musique en France. Les chanteurs Renaud et Jane ont été récompensés dans les catégories meilleur artiste masculin et féminin. La consécration, déjà, pour la Toulousaine de 25 ans, sa pop colorée et dansante lui apporte en un album la récompense la plus prestigieuse. Merci beaucoup, merci pour cette année incroyable, merci aux victoires. À côté de la jeunesse, l'expérience d'un parcours cabossé vaut à Renaud sa 2e victoire d'artiste de l'année. Renaud, absent hier soir à Paris, mais sur scène à Nantes. Je voudrais remercier le public, mon public. Les anciens et les modernes se mélangeaient harmonieusement hier soir dans le palmarès. Ainsi Kungs, 20 ans, meilleur album Electronic Dance. De même
même que Jul, 27 ans, dans la catégorie musique urbaine. Et Vianney, 25 ans, victoire de la chanson originale. À côté de ces jeunes gens, les Cadras de Louise Attaque, meilleur album rock, faisaient presque figure d'ancêtres. On se doit de demander des comptes à nos élites. Avec des prises de parole sur des questions d'actualité, ici Imani. De demander la justice. On se doit de demander la justice pour Théo. Les victoires de la musique illustraient également l'ouverture au rythme du monde entier. Témoin Calypso Rose, une victoire pour la Trinidadienne de 76 ans. Sans oublier le trompettiste franco-libanais Ibrahim Malouf, meilleur concert de l'année. On doit à ces deux artistes flamboyants les moments les plus chaleureux d'une soirée qui traînait un peu en longueur. Et c'est sur ces rythmes que l'on se quitte. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. L'un des terroristes français les plus recherchés au monde aurait été neutralisé il y a 2 jours par une frappe de la coalition en Irak, dans la région de Mossoul. Rachid Kassim est considéré comme l'inspirateur de plusieurs attentats dans l'Hexagone. Donald Trump dit envisager un tout nouveau décret migratoire, réaction du président américain après l'échec de la démarche de la Maison-Blanche devant les tribunaux. Et les sauveteurs sont toujours à la recherche de survivants après un séisme de magnitude 6,5 qui a fait 6 morts aux Philippines sur l'île de Mindanao, c'est dans le sud de l'archipel. Merci de votre attention, très bonne suite de programmes sur notre antenne et bon week-end à toutes et à tous, à demain. خلوا للمي المودة والصداقة